Monsieur le ministre, merci infiniment de nous donner l'occasion de nous exprimer directement avec vous. Merci aux pharmaciens qui sont connectés ce soir. En effet, c'est 75 000 pharmaciens sur toute la chaîne pharmaceutique, y compris bien sûr la biologie médicale, qui sont mobilisés depuis le début de la crise. Vous le savez, bien sûr, l'approvisionnement grâce aux pharmaciens de l'industrie et de la distribution en gros. Vous l'avez vécu en direct ensemble il y a 1 an maintenant, la distribution des masques, qui a été un épisode marquant pour les distributeurs. Bien sûr, les dépistages opérés par les biologistes médicaux très tôt, grâce à leur mobilisation. Les pharmaciens à usage interne des établissements de santé ont joué un rôle crucial, notamment dans les services de réanimation pour l'armement des lits. Et puis, tout récemment, la vaccination, on aura le temps d'y revenir, et ça, partout en métropole et en outre-mer. Monsieur le ministre, je tiens à vous dire, je suis particulièrement fière de l'engagement des pharmaciens depuis 1 an dans cette crise. Alors, les pharmaciens ont évidemment su s'adapter durant toute cette période pour non seulement continuer leur exercice, mais aussi prendre ces nouveaux rôles qui leur étaient attribués. Le modèle pharmaceutique français est un modèle robuste et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour justement conserver cette robustesse de ce modèle et renforcer la place du pharmacien, tout métier confondu, dans l'accès aux soins. Le pharmacien est un acteur de santé de proximité et je pense que vous pouvez compter sur les pharmaciens et sur la robustesse de cette chaîne. Alors, l'ordre, bien évidemment, accompagne les pharmaciens dans ces exercices au travers d'un dispositif, notamment d'information remarquable, puisqu'on met à jour en permanence sur le site de l'ordre des FAQ, comme on dit maintenant, sur tous les métiers de la pharmacie. Je tiens à souligner aussi la démarche qualité officine, qui est remarquable en ce sens que d'abord, c'est une démarche qui est engagée avec l'ensemble des professionnels de la pharmacie, les syndicats, les groupements, les étudiants, et qui est disponible gratuitement pour tous les pharmaciens, qui les accompagnent justement dans leur exercice. Le dossier pharmaceutique, un outil que vous connaissez bien, mais qu'on continue à faire évoluer, justement accessible à l'ensemble des métiers de la chaîne. Et puis, avec toutes ces évolutions, forcément, on se repenche sur notre code de déontologie, puisqu'il a besoin d'évoluer avec toutes ces évolutions. Et donc, on aura très l'occasion d'en reparler, et j'espère très rapidement. Alors, bien évidemment, on a reçu de nombreuses questions sur la plateforme, et je sais que vous tenez particulièrement à vous adresser aux pharmaciens et à répondre à ces questions. Donc, sans plus attendre, je vous laisse vous exprimer et peut-être ensuite répondre aux questions. Merci, Monsieur le Ministre, encore. Bien, Madame la Présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, chère Karine, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils centraux, Mesdames et Messieurs les pharmaciens, les étudiants, chers tous, je suis très heureux de pouvoir effectivement échanger avec vous, les pharmaciens. Et si l'on ne connaît pas encore le nombre de participants à cette visio, je sais déjà que le ministère ne serait pas assez grand pour vous accueillir tous, pour, non pas à titre de comparaison, mais à titre d'information. J'ai fait le même exercice avec l'Ordre des médecins, il y a eu 20 000 médecins connectés, et avec l'Ordre national infirmier, il y a eu 41 000 infirmiers connectés. C'est pour moi donc un grand moment d'émotion que de pouvoir m'adresser directement à des soignants de terrain et pouvoir communiquer avec eux avec un échange de questions-réponses. Le format, c'est 1 heure TTC. C'est le temps nécessaire et suffisant pour répondre à un certain nombre de questions et pour ne pas perdre, je dirais, l'attention de chacun. Mais on recommencera autant que nécessaire. Et je me souviens d'ailleurs que j'étais tout jeune ministre, ça me paraît il y a un siècle, il y a une éternité, comme disait l'autre. J'avais été invité, vous m'aviez invité, Madame la Présidente, à m'adresser aux pharmaciens. Ils étaient 7000 connectés. Je me souviens, j'avais fait un passage fugace. C'était, je crois, le début de la pandémie. On ne savait pas encore complètement ce qui allait nous tomber sur la tête, mais on s'y préparait. Ce que nous perdons en proximité individuelle, nous le gagnons en nombre et donc en force collective, ce qui peut nous consoler un peu, à défaut de nous réjouir, évidemment, tout à fait. En parlant de force collective, si je tenais à vous réunir toutes et tous, c'est pour vous dire ma gratitude, même ma fierté, parce que depuis 1 an, les pharmaciens ont répondu présent, ont montré à quel point ils étaient en quelque sorte une des pierres angulaires de notre système de santé. À titre personnel, je n'en doutais pas, mais vous l'avez montré à l'ensemble des Français chaque jour et vous continuez de le faire.
À chaque étape de la lutte contre l'épidémie et dès ma prise de fonction au ministère des Solidarités et de la Santé, j'ai pu compter sur vous, j'ai pu compter sur votre engagement. Les dispositifs de dépistage devant vos officines resteront l'une des images très fortes du moment historique que nous vivons. Vous avez dû, je le sais, redoubler de vigilance pour éviter les contaminations vous-même, tout en maintenant l'activité à tous les niveaux de la chaîne pharmaceutique. Et je sais aussi que vous vous êtes parfois senti un peu délaissé devant vous débrouiller seul. Dans cette période si brutale, vous avez conforté votre rôle déterminant dans l'approvisionnement des médicaments, dans la gestion des stocks de médicaments sensibles dans les PUI, dans la réalisation des tests PCR en biologie médicale, dans la fabrication des gels, dans la dispensation, la répartition des masques aux autres professionnels du champ de la santé, et dans ce travail essentiel de pédagogie auprès de nos concitoyens. Je me souviens, c'était il y a 1 an. Je vous avais appelé, chère Karine, pour vous dire « Je suis embêté. Il faut que je puisse faire distribuer en masse des masques pour protéger les soignants, les aides à domicile. Et je ne vois qu'un seul réseau suffisamment implanté dans les territoires, suffisamment réactif, capable de mener à bien cette mission. » Et vous m'avez répondu « On y va. » Et vous l'avez fait. Parce que la détresse provoquée par cette épidémie, c'est une détresse que vous avez dû affronter quotidiennement dans vos officines, dans vos laboratoires, dans vos PUI, vos établissements en métropole, comme dans les DOM. Je n'oublie pas que vous avez remarquablement assuré vos missions en matière de continuité des soins, de renouvellement des ordonnances, de livraison à domicile pour les patients souffrant de pathologies chroniques, pour qui le recours aux soins pendant la période de confinement et de déprogrammation est beaucoup passé par les pharmacies. Et je me souviens aussi, encore une anecdote, qu'au sortir de la première vague, on s'interrogeait pour savoir s'il y avait eu des fortes ruptures de soins pour les malades chroniques. Je vous avais appelé, vous m'avez dit, du retour que j'ai des pharmaciens, c'est que les patients sont quand même allés chercher leur ordonnance. Et comme j'avais simplifié les processus de renouvellement d'ordonnances dans la période, c'était un point qui était évidemment rassurant pour moi. Je suis donc là pour vous dire mon admiration, parce que dans un contexte aussi impensable, vous avez su vous organiser, vous avez su tenir bon, et pour tout cela, évidemment, un immense merci. Vous êtes donc 75 000 en France métropolitaine et ultramarine, répartis en 7 métiers différents, ce qui assure un maillage territorial très efficace, qui garantit une relation de proximité extrêmement précieuse avec nos concitoyens, qui garantit aussi une réactivité, une efficacité dans les livraisons partout en France, qui sécurise nos hôpitaux et nos établissements médico-sociaux. Le pharmacien est écouté, le pharmacien est respecté, le pharmacien est une voix qui compte dans le quotidien des Français, par-delà le changement des époques et le changement de visage du pharmacien. À ce propos, nous célébrions il y a 2 jours la Journée internationale des droits des femmes, et votre profession est aujourd'hui majoritairement féminine, puisque 67% des pharmaciens sont des femmes. Votre ordre est présidé par une présidente, et je m'en félicite. C'est assez rare pour être souligné, si vous me le permettez. Votre profession est robuste, elle est solide, elle est bien organisée, elle est sécurisée de bout en bout, avec un pharmacien à chaque étape de la vie du médicament, de la production à la dispensation aux patients. Je m'en voudrais de ne pas souligner que pour les pharmaciens de ville comme des structures, vous jouez pleinement le jeu de l'exercice coordonné, je pense qu'il en sera question, j'imagine, avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, avec les CPTS. D'ores et déjà, ce sont 37% des pharmaciens qui exercent ou adhèrent à une structure d'exercice coordonné pour y développer des nouvelles missions comme le numérique en santé. Vous avez d'ailleurs créé le premier outil, et effectivement j'y suis très attaché depuis des années, bien avant d'être ministre, le premier outil de partage efficace en plus des données, et c'est le dossier pharmaceutique dont vous pouvez évidemment être fier, et j'ai une pensée pour Isabelle Adno. Je ne sais pas si elle est présente ce soir, mais je sais qu'elle a énormément œuvré pour cela. Et cet outil, ce dossier pharmaceutique, viendra évidemment alimenter l'espace numérique de chaque Français dès le 1er janvier 2022. Il faut continuer, il faut poursuivre ce mouvement vers l'exercice coordonné, parce que c'est la solution aux défis qui se présentent devant notre système de santé. Enfin, si certains en doutaient encore, je suis persuadé que votre profession est pivot en santé publique. Avec la réalisation et l'appui de toutes les campagnes de prévention que j'ai souhaité mettre en place, vous avez réalisé 75% des 8 millions de tests antigéniques depuis le début de la campagne. C'est un chemin dont le tracé était déjà prévisible, mais je crois que dans la difficulté, cette crise doit aussi nous permettre de tirer des conclusions pour l'avenir. Les pharmaciens peuvent faire beaucoup, ils sont accessibles pour tous les Français, même dans les territoires les plus ruraux. Se tournant dans la manière d'envisager le rôle des pharmaciens, nous devons le prendre pleinement en compte. Au chapitre de la vaccination, vous avez été exemplaire, là aussi, d'abord pour l'épidémie de grippe, et puis vous l'êtes aujourd'hui encore dans l'acheminement des vaccins par les désormais fameux flux A et flux B,
et dans l'accès même à la vaccination, maintenant que les textes sont publiés pour vacciner en officine, j'en suis très heureux, mais dès à présent aussi pour participer en centre. Je sais que cette question est complexe, que l'attente pour participer à cet effort national a pu être difficile parfois à accepter, mais vous savez aussi, nous vous en avons fait état semaine après semaine, les contraintes, notamment les contraintes logistiques, qui ont été les nôtres. La montée en charge en mars et en avril ne se fera de toute évidence pas sans les pharmaciens et sans les pharmaciennes. Je terminerai par les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, puisque votre profession mène une réflexion riche de promesses sur sa formation, pour elle et pour ses collaborateurs, que sont les préparateurs en pharmacie. L'universitarisation de la formation des préparateurs en pharmacie, j'y suis favorable. C'est une reconnaissance, c'est un gage de qualité, alors allons-y. Voilà en quelques mots introductifs ce que je voulais vous dire. Merci mille fois pour votre engagement. On va pouvoir maintenant passer à la partie la plus intéressante, la plus interactive, avec des questions. Je crois qu'il y a eu énormément de questions qui ont été posées déjà avant cette réunion et qu'il y en a encore beaucoup qui sont posées sur le chat. Et j'aurai grand plaisir à y répondre. Monsieur le ministre, pour débuter cet échange, je vous propose de répondre aux interrogations des présidents des différentes sections de l'Ordre des pharmaciens. Une première question de Pierre Bégry, de la section des pharmaciens titulaires d'officine. Le plan Ma Santé 2022 partait d'une intuition, simplifier les parcours de soins en permettant à chaque profession de prendre en charge les patients dans leur périmètre de compétences. Concernant les pharmaciens, cette évolution des missions est aujourd'hui conditionnée, pour beaucoup, à la mise en place d'un exercice coordonné complexe, chronophage et sans plus-value directe pour le patient. Pensez-vous pouvoir lever les freins qui complexifient aujourd'hui le développement des missions des pharmaciens à la condition? D'abord, bonjour à, je crois que c'est Pierre Bégry, le président de la section A. Merci pour cette question. Alors la réponse, elle est générique. Moi, je suis pour lever tout ce qui est inutilement complexe dans notre système de soins. Mais à un point que vous n'avez même pas idée, cher Pierre, je pense qu'on a un système qui est magnifique, qui est complexe, qui est fondé parfois sur des corporatismes, parfois sur des blocages, parfois sur des peurs. Et dès que dès que je localise la voie d'un changement pour améliorer encore la congruence de notre système et permettre à chacun de trouver sa juste place dans le système de santé, je me fais fort d'y aller et assez vite. Je vais vous donner un exemple, la télésanté. Si honnêtement on s'était dit il y a un an qu'en France on passerait de 10 000 à 1 million d'actes de télémédecine par semaine, qu'on pourrait consulter son médecin par Skype ou FaceTime, qu'on permettrait à des kinés de faire de la rééducation par téléconsultation, on m'aurait regardé comme un fada. Or, je constate, oui, s'il avait fallu avoir un débat parlementaire, je pense que ça aurait pris beaucoup de temps. Or, je constate que nous avons pu le faire. À la faveur de la crise, un certain nombre de blocages se sont levés. Je suis convaincu que la place du pharmacien, elle est amenée encore à se renforcer, dans un cadre coordonné, parce que c'est souhaité par la plupart des professionnels, mais au-delà, je dirais que vous êtes des professionnels de santé, profession médicale en propre, avec de grandes compétences. Et donc, pour ça que j'ai pas hésité à lever, par exemple, le blocage sur les gels hydroalcooliques. Je crois qu'il a fallu 24 heures pour le lever. Que la réalisation des TROD, j'y suis évidemment favorable. La vaccination, étendre le périmètre de la vaccination par les pharmaciens. J'attends en cela les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Alors, elle est un peu saturée avec le Covid, mais elle finira par répondre sur l'ensemble de la vaccination qui peut être réalisée par les pharmaciens. Donc moi, je suis absolument convaincu de tout cela. Développons vos missions. Développons l'exercice coordonné partout où ça fait sens aussi. Et je continuerai de travailler avec la présidente de l'Ordre et les instances syndicales, évidemment, pour lever tous les freins qui existent là où ils existent. Et s'ils sont inutiles, j'y prendrai même beaucoup de plaisir. Une question de Frédéric Bassy pour la section des pharmaciens de l'industrie. La France peut-elle défendre son modèle de pharmacien responsable et la responsabilité de l'exploitant auprès de l'Europe pour maintenir la robustesse de sa chaîne pharmaceutique? Alors, cher Frédéric Bassy, président de la section B, la question fait sans doute référence au fait que l'Union européenne investit peut-être beaucoup, voire peut-être un peu trop parfois, les sujets santé. Moi, je vais vous répondre franchement, l'Europe, c'est nous. Moi, je travaille en permanence en lien avec les ministres européens dans le cadre du Conseil européen des ministres de la Santé. Je travaille à l'international en G7, en G20. Nous parlons énormément avec mes homologues européens autour de moi. Et toute décision à laquelle nous n'adhérons pas ne passe pas. L'exemple de l'approvisionnement européen des vaccins montre qu'en Europe, quoi qu'on en dise, nous vaccinons beaucoup.
Le décret stock est un autre exemple de ce que nous faisons pour sécuriser les approvisionnements. La chaîne pharmaceutique française est une chaîne que je qualifierais de robuste, je le disais tout à l'heure, de bout en bout. Et donc, je veux continuer à m'appuyer sur la robustesse de cette chaîne pharmaceutique et au-delà même, défendre ce modèle à l'échelle européenne. J'aurai l'immense honneur de présider dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, toute l'organisation européenne en matière de santé pendant 6 mois, à compter de la fin de l'année, ou plutôt du début de l'année 2022, et nous travaillons d'ores et déjà à faire passer les bons messages. Question de Laure Brenas pour les pharmaciens de la distribution en gros. Défendrez-vous au niveau de l'Europe l'obligation de présence du pharmacien portant la responsabilité pharmaceutique dans tous les établissements de la distribution en gros des médicaments? Cher Laure Brenas, président de la section C, je le disais, la chaîne pharmaceutique, elle était évidemment robuste à tous les niveaux. Il n'y a pas de médicament qui soit contrefait sur le territoire français dans le circuit pharmautique. Pourquoi ? Parce que nous avons des grossistes répartiteurs qui font chaque jour un travail formidable de livraison au plus près du terrain, avec des points de contact, autant de points de contact avec les patients que sont les pharmacies d'officine. L'acheminement des médicaments, que ce soit sur le territoire métropolitain ou chez nos compatriotes des Outre-mer, est garanti par la présence d'un pharmacien responsable. Je n'ai pas du tout le projet de détruire ce qui fonctionne, ça je vous rassure, plutôt de capitaliser sur les bonnes pratiques et sur les réussites de notre filière pharmaceutique. Et les bonnes pratiques en matière de distribution en sont le révélateur. Nous finalisons avec les grossistes répartiteurs des échanges dont le contenu sera bientôt officiel, qui sécurise la chaîne logistique de la répartition. Et les derniers échanges que nous avons eus, mon ministère et moi-même, avec la chambre syndicale, ont été extrêmement satisfaisants. Je peux déjà vous dire que la formalisation des accords pour 2022 approche à grands pas. Jérôme Parési-Barbier, de la section des pharmaciens adjoints d'officine et autres exercices, vous demande « Quels garde-fous complémentaires l'État peut-il apporter pour l'indépendance professionnelle du pharmacien adjoint d'officine, salarié et responsable de ses actes ?» Cher Jérôme Parési-Barbier, donc président de la section D, c'est bon, hein, vous me dites si je me trompe, présidente. Les adjoints représentent la plus grosse force de frappe qu'on ait en matière du métier de pharmacien. Certains deviendront titulaires, d'autres seront amenés à rester adjoints, d'autres encore passeront par les métiers de la répartition ou viendront même faire un petit tour à mon cabinet. Je dis ça, je dis rien, mais je crois que sur 14 conseillers, il y en a 2 qui sont pharmaciens. Vous pouvez chercher dans les tablettes de l'histoire du ministère, je crois que ça n'est jamais arrivé. Blague à part, l'indépendance du professionnel de santé, elle est gravée dans son éthique comme dans sa formation. La démarche qualité entreprise par votre présidente et l'ensemble de la profession vise justement à poser les bases d'un exercice éthique indépendant, cohérent et déontologique. La pratique pharmaceutique du pharmacien adjoint ne déroge pas à celle du titulaire, comme à celle de tous les postes assumés par tous les diplômés exerçant dans chacune de vos 7 sections. Le pharmacien adjoint est lié à son employeur pour l'ensemble de son exercice par un contrat, comme tout salarié d'ailleurs dans une entreprise. Néanmoins, le pharmacien adjoint est responsable déontologiquement de ses actes. Le cadre législatif, aujourd'hui, garantit l'expression de son éthique professionnelle. Une question de Brigitte Berthelot-Leblanc pour les pharmaciens d'outre-mer. La crise sanitaire a montré une attente très forte des Français en matière de justice sociale, mais aussi d'égalité territoriale. Les pharmaciens de nos DOM-TOM se sont mobilisés pour tenter de faire oublier l'éloignement géographique. Quel dispositif imaginez-vous aujourd'hui pour faire vivre cette santé du quotidien dans tous nos territoires et garantir ainsi la continuité territoriale à tous nos concitoyens ? Madame la présidente de la section E, sachez que j'ai une sensibilité vraiment particulière, marquée même pour la situation ultramarine, qui cumule en plus de l'éloignement, de l'isolement, un taux de précarité qui est plus important qu'ailleurs, qu'en métropole. C'est parfois très compliqué et j'ai apprécié l'alerte qui avait été portée par votre présidente nationale de l'Ordre des pharmaciens qui portait sur la saturation des services de réa, sur le manque d'oxygène médical. Ça nous a permis, en tout cas en termes de cellules de crise, de réagir, je le crois, très vite et avec le soutien de l'armée. Aujourd'hui, Mayotte fait face à une épidémie importante. La Réunion a une situation inquiétante. Ça monte également en Guadeloupe. Quasiment plus aucun territoire ultramarin n'est épargné par le Covid. Wallis et Futuna, dernièrement, est touché. Il n'y a plus que Saint-Pierre-et-Miquelon, je crois, qui est en zone zéro Covid. Donc on voit bien qu'il faut apporter une protection particulière. Vous le soulignez dans votre intervention dans la revue trimestrielle qui devait être au mois de novembre 2020, le rôle, les fonctions de la réserve sanitaire en soutien dans les territoires ultramarins, c'est absolument indispensable et c'est aussi un formidable
outil de valorisation de la pratique pharmaceutique dans les territoires les plus reculés. Certains de vos confrères m'ont alerté sur le risque de diminution du numerus clausus à l'installation dans des secteurs qui sont pourtant en croissance démographique. Peu de consommateurs de soins là-bas, mais qui risqueraient de pénaliser la pérennité des officines déjà présentes. J'y suis et je vous garantis que je serai extrêmement vigilant face à cette situation. Je n'oublie pas les nôtres, de Cayenne à Maripasoula, des Saintes au Diamant, de Mayotte à Saint-Denis. Et je reste à l'écoute des pharmaciens des DOM, évidemment. J'incite tous les jeunes diplômés à soutenir les pharmaciens dans nos territoires les plus reculés. Le soutien également à l'économie par la majoration des tarifs est indispensable pour un exercice stabilisé dans la durée. Et enfin, avec le secrétaire d'État en charge du numérique, nous avons un point de vigilance extrême sur le sujet des hôpitaux ultramarins. Et vous savez qu'il y a eu des attaques aussi en métropole, la cybersécurité, mais également l'équipement, la montée en gamme de ces hôpitaux. Dans le cadre du Ségur de la santé, j'apporterai une vigilance particulière à ce que la numérisation puisse être upgradée, pardon pour cet affreux anglicisme, partout où c'est nécessaire et notamment dans les territoires ultramarins. Philippe Pied, de la section des pharmaciens biologistes médicaux, vous demande: quelle est votre conception du rôle des biologistes médicaux disposant d'un haut niveau de compétences cliniques et techniques dans le parcours de soins patient? Et quelle mission pourrait-il être amené à exercer pour que l'ensemble de ces compétences soient pleinement exploitées? Alors, vous avez... je crois que votre rôle n'est pas à démontrer, encore moins depuis le début de la crise sanitaire, parce que vous participez pleinement à notre dispositif tester, alerter et protéger. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Vous participez également de façon, je dirais, chronique au quotidien à la fluidité du parcours patient dans le cadre d'incidents aigus comme la prise en charge des maladies chroniques à travers le suivi des constantes biologiques. Vous participez de fait à la coordination interprofessionnelle entre le médecin, l'infirmier, qui peut ajuster la dose de certains médicaments, mais également les pharmaciens qui peuvent renouveler également certains médicaments. Vous êtes aussi, avec les médecins radiologues, je crois, et les pharmaciens d'officine, parmi les plus grands pourvoyeurs de données de santé. Vous contribuez au remplissage du DMP dans le volet compte-rendu ou volet synthèse médicale, et vous êtes les premières professions à bénéficier du volet financier du Ségur du numérique pour l'année 2021. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Si la question porte sur la vaccination, j'ai demandé une saisine de la Haute Autorité de Santé pour identifier les forces vives de la vaccination en centre. Pour ce qui est de la vaccination en laboratoire, actuellement, je souhaite à ce stade, c'est vrai, que votre énergie, que vos compétences soient mobilisées sur les tests, parce que vous permettez un suivi journalier et les tests sont fondamentaux. Nous faisons encore plus de 2 100 000 tests par semaine. Je profite de ce moment d'échange pour vous rappeler l'importance que je mets à la sécurisation des données que vous traitez. Je vous demande la plus grande vigilance quant à la partie cybersécurité de vos logiciels, comme cela a été rappelé par le président de la République dernièrement. Et puis j'attends aussi de vous que vous m'aidiez à sécuriser la confiance que nos concitoyens ont dans le système de santé qui va embarquer donc l'espace numérique en santé à partir du 1er janvier 2022. Pour la vaccination, on verra. Encore une fois, moi, je n'ai pas vocation à me priver de la moindre source de vaccination. Il viendra un temps où nous aurons un problème de riches, parce que nous aurons énormément de doses qui arriveront sur le territoire national. Et comme on veut vacciner en flux tendu et que je veux qu'on aille vite, on ne se privera d'aucune ressource. Donc nous verrons avec la Haute Autorité de Santé. Une question de Patrick Rambourg pour les pharmaciens des établissements de santé ou médico-sociaux et des services d'incendie et de secours. La composition du conseil scientifique présidé par le professeur Delfrécy vient d'être actualisée. Pourquoi n'y a-t-il pas de pharmacien hospitalier nommé au sein de ce conseil pour apporter son expertise ? Cher président Rambourg, pour la section H, c'est pas une question illégitime du tout. De toute façon, il n'y a pas de question illégitime ce soir. On n'a pas fonctionné en termes de profession. On a fonctionné en termes je dirais, d'ajustement des compétences pour tenir compte de la situation épidémique. Il y aurait pu honnêtement y avoir totalement la place pour un pharmacien. Moi-même, je prends très régulièrement attache avec des pharmaciens, notamment certains pharmaciens hospitaliers que je connais bien. C'est pas du tout illégitime. Alors, je n'en établis pas la composition moi-même, s'il devait y avoir une évolution, et que j'en parlerai au professeur Delfrécy, mais c'est vrai que ça s'est pas posé comme condition initiale. Au début, c'est un tout petit comité scientifique, puis ensuite a grossi, et on y a mis beaucoup de professions et de spécialités. Encore une fois, je veux bien y réfléchir. Nous passons désormais aux questions qui vous ont été posées directement par les pharmaciens. Frédéric Noël, biologiste médical à Sarreguemines en Moselle, vous demande:
Pourquoi les laboratoires de biologie médicale ne font-ils pas partie des professionnels de santé qui pourront vacciner contre le Covid-19 ? Oui, alors j'y ai un peu répondu tout à l'heure. Il y a plusieurs sujets, plusieurs enjeux. Bon, c'est vrai que les tests occupent énormément et encore une fois, merci énormément pour tout ça. Je repense au 23 et au 24 décembre quand je vois le nombre de tests qui ont été réalisés en laboratoire de biologie et aussi en pharmacie d'officine. Je me dis que tout le monde a été sur le pont au bon moment et encore une fois, très très fier de cela. Il y a plusieurs sujets. Encore une fois, ça pourrait être amené à évoluer. Je ne sais pas, je ne ferme pas du tout la porte. On verra avec la Haute Autorité de Santé. Je suis aussi attentif à ce que les endroits où les gens se font dépister, où donc a priori ils pourraient avoir des symptômes et a priori pourraient être contagieux, ne sont pas les endroits où viennent les personnes les plus fragiles, qui n'ont par définition pas le Covid et qui se font vacciner. On essaye d'avoir des flux très différenciés, il faut être vigilant par rapport à ça. Ce qui est d'ailleurs une question qui va se poser pour les pharmacies d'officine. Il faudra faire évidemment très gaffe à ce que nous n'ayons pas dans le même flux des gens qui sont susceptibles d'être malades et puis des gens qui viennent au contraire se protéger. Une question de Jean-Louis Fraisse, pharmacien bénévole dans l'association Tous Partenaires Covid à Toulouse. À terme, les pharmaciens pourront-ils vacciner leurs patients avec tous les vaccins contre la Covid-19 ? À terme, ça pourrait être l'objectif. En tout cas, vous avez vu que vous allez pouvoir vacciner avec AstraZeneca. Je crois que vous en avez entendu parler depuis 24 heures. Il en sera peut-être question tout à l'heure aussi. Moi, je suis très heureux que les pharmaciens puissent vacciner, je le dis, parce qu'on a besoin de vous. Parce que pendant la grippe, vous faites plus de 350 000 vaccinations par jour, et qu'on est à un moment de la campagne vaccinale où on a envie que ça dépote, si je puis me permettre l'expression, et que dès qu'un vaccin arrive, il faut qu'il soit proposé à un patient. Et moi, je le disais tout à l'heure avant notre entretien à votre présidente, j'ai la conviction que si on vous livre 300 000 vaccins, ils ne vont pas rester plus de 24 heures et qu'ils seront immédiatement injectés. Donc ça, pas de problème. D'autres vaccins vous seront disponibles, très clairement. Sur le vaccin Pfizer, c'est compliqué à cause des conditions de conservation aujourd'hui. Peut-être le Moderna, ça peut être possible, le CureVac, le Janssen. On verra. En tout cas, on aura une juste répartition entre les centres de vaccination tels qu'ils existent aujourd'hui. On va leur demander un gros effort parce que les livraisons de Pfizer en avril vont augmenter très fortement. On aura 1 900 000 doses par semaine de Pfizer. Imaginez la différence par rapport à aujourd'hui. Donc on va monter en puissance les centres. Et du coup, tous les autres vaccins, on aura besoin des pharmaciens, des médecins aussi, des infirmiers en ville, des kinés, des dentistes, de tout le monde, sages-femmes, pour pouvoir vacciner très massivement et très rapidement. Fanny Charbonnieras, pharmacienne à Senon en Gironde, vous demande: a-t-on légalement le droit d'injecter de l'adrénaline suite à une réaction allergique au sein de l'officine, post-vaccinale notamment ? Alors, oui. D'abord, vous dire que tout un chacun peut utiliser un stylo auto-injecteur d'adrénaline sans encourir le risque de se voir accusé d'exercice illégal de la médecine. Ça, il y a une décision du Conseil d'État qui date de janvier 2001, qui le dit. Et nous avons fait en sorte, et d'ailleurs le Conseil national de l'ordre des médecins, dans un avis de l'année 2000, donc ça date aussi un peu, a reconnu que l'injection d'adrénaline peut être effectuée par un proche, un aidant scolaire. En fait, il faut sauver la vie des gens. Donc, quand il faut sauver une vie, il n'y a pas de ce point de vue-là, il n'y a pas de question à se poser. Et par ailleurs, je vais même plus loin, il vous sera obligatoire, pour réaliser les vaccinations dans vos officines, de disposer d'un stylo injecteur d'adrénaline à disposition. Je vous rassure, il y a très très peu de besoins, très peu d'effets indésirables. Pour l'instant, je crois que j'ai fait 40 centres de vaccination, j'en ai pas vu un à date où il y a eu besoin de faire des injections. Enfin, ça peut arriver, et donc il faut vous y préparer au cas où. Luc Seigneur, pharmacien à Troyes, vous demande: quelle sera la clé de répartition des vaccins Covid par pharmacie ? Allez-vous vous baser sur le nombre de vaccins grippe réalisés par chaque officine ou en fonction du chiffre d'affaires de celle-ci ? Non, alors d'abord, le facteur limitant aujourd'hui, c'est le nombre de doses qu'on reçoit. La semaine prochaine, on va avoir 280 000 doses. La semaine d'après, on devait en avoir 700 000. Finalement, on n'en aura que 140 000 parce qu'AstraZeneca nous joue bien des tours. Et la semaine suivante, on devait en avoir 1 300 000 et on pourrait en avoir beaucoup moins. En revanche, à partir d'avril, je le disais, les quantités devraient être rattrapées et donc on devrait avoir des livraisons extrêmement abondantes. Donc pour l'instant, on gère plutôt la pénurie de ce point de vue-là, mais en avril, on va avoir un problème de riche, c'est qu'il faudra encore une fois vacciner très vite. Donc ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on appelle un flux poussé. On vous invite à vous inscrire pour commander des vaccins. Donc là, vous aurez 2 flacons par pharmacien et j'ai tenu à maintenir cela parce que j'ai pris l'engagement devant vous que vous les auriez et vous les aurez. Ça fait pas beaucoup, me direz-vous, c'est déjà un amorçage et ça va aller vite et ça sera très bien comme ça. Vous êtes plus de 15 000 à vous être inscrits sur 18 000 candidats potentiels en l'espace de 2 jours.
Donc c'est formidable, parce que ça veut dire que partout sur le territoire, les Français pourront se faire vacciner dans leur pharmacie. Une question de Karine Lacroix, pharmacienne industrielle à Guyancourt. Où en est le plan de relocalisation en France ou en Europe de la production industrielle des produits de santé évoqué l'année dernière? C'est un sujet majeur. D'abord, vous dire que j'ai signé la semaine dernière l'accord cadre avec l'industrie pharmaceutique. Je suis très content parce qu'ils ont voté avant de signer avec nous. Ils étaient plus de 80% favorables à cet accord cadre. Il porte en lui beaucoup de mesures très favorables sur la stimulation des investissements productifs, sur la réimplantation d'entreprises sur le territoire français et européen. Il faut penser Europe. Moi, je ne devrais pas dire ça, mais je vous le dis quand même, je suis très effrayé quand je vois qu'on est autant dépendant pour les matières premières de quelques pays à l'est de la planète. Ce qu'on a vécu avec les masques, on ne peut pas se permettre de le vivre avec des médicaments, qu'ils soient essentiels ou non d'ailleurs. Donc moi je souhaite qu'on retrouve de l'autonomie, de la souveraineté européenne en matière de production de médicaments, ce qui veut dire qu'il faut aussi qu'on ait une souveraineté en matière de matières premières, ce qui n'est pas simple. Et ensuite dire cela, ça veut dire qu'on mobilise beaucoup de moyens pour donner plus de visibilité à l'industrie pharmaceutique, pour qu'elle crée des emplois. Je voudrais qu'on puisse développer aussi les essais cliniques dans notre pays. C'est pas normal qu'on soit à la traîne. On a amélioré énormément de choses. Les accords le retour des CPP, par exemple. Il y avait dans le dernier CSIS, il y avait un objectif qu'on descende en tout de 60 jours. On y est. On va descendre à 45 jours, qui est la norme européenne. Je pense que l'évolution des essais cliniques va être marquée par l'essor de la médecine de précision. J'ai vu que la FDA avait bougé en matière d'essais cliniques. Je pense qu'on pourra avoir des extensions d'indications plus faciles. Donc on va continuer de faire bouger les réglementations de ce point de vue-là, toujours en garantissant évidemment la sécurité des données pour les patients. Mais oui, je souhaite vivement qu'on puisse implanter des entreprises. Et au bout de la chaîne, quand l'entreprise nous dira qu'elle veut s'implanter, ce ne sera pas encore simple, parce que souvent ce sont des sites Céveso, des sites chimiques. Et donc, il faut encore qu'on trouve les endroits pour implanter ces usines. Donc, tout le monde veut des usines pharmaceutiques, mais quand personne ne les voudra vraiment à côté de chez soi. Donc, vous voyez qu'on a un gros travail de conviction à faire. On le mène aussi au niveau européen. Ça n'aurait pas de sens de réfléchir la France en dehors de l'Europe, mais on y met les moyens. Une question d'Adeline Paris, pharmacienne hospitalière en recherche clinique à Grenoble. La plus belle ville du monde. Monsieur le ministre... mais c'est Adeline Paris. Je connais Adeline Paris, pardon. Bonjour Adeline. Monsieur le ministre, le pharmacien est un acteur majeur du système de santé, pivot central entre les praticiens, les soignants et les patients, en ville comme en établissement de santé. Quelle place souhaitez-vous donner à l'avenir aux pharmaciens? Travail collaboratif avec les médecins, les soignants, intégration au parcours des patients. Quelle projection dans les missions confiées aux équipes pharmaceutiques pour la décennie à venir et au-delà? D'abord, c'est vrai, bonjour Adeline, j'ai travaillé dans le service d'Adeline Paris quand j'étais étudiant en médecine à Grenoble. Le rôle, c'est 2 mots, santé publique. Santé publique, prévention primaire, prévention secondaire et tertiaire, suivi des traitements complexes, renouvellement d'ordonnances, la dispensation. Je pense que le cadre va continuer d'évoluer. J'ai vu tous les mois qu'il y avait eu dans la loi Ma Santé 2022, quand il avait fallu donner un peu plus de marge de manœuvre de prescription par les pharmaciens. Enfin, franchement... Non mais voilà, je pense que vous pouvez avoir encore plus de fonctions, plus de missions, plus d'autonomie, et je crois que le meilleur moyen de convaincre l'ensemble des acteurs du système de soins, c'est de renforcer le travail coordonné, le travail en équipe. Voilà, mais ça va continuer d'évoluer, continuer de bouger. Quand on regarde 5 ou 10 ans en arrière, votre métier a quand même beaucoup évolué. À la faveur de la crise, il a même explosé dans le bon sens du terme. On ne va pas s'arrêter là. Une question de Guillaume Hébert-Vitry, pharmacien hospitalier à Le Plessis-Robinson. Chacun de vos discours impose que nous prenions nos soirées et nuits pour être opérationnels dès le lendemain. Et nous sommes informés des changements d'organisation en même temps que la population. Comment pourriez-vous faire pour communiquer plus directement avec les professionnels en charge de l'organisation des soins et des parcours, comme les pharmaciens hospitaliers? C'est vrai que ça va très vite. Je reconnais que ça va très vite. Non, mais ça va très vite. Je veux dire, quand la Haute Autorité de Santé nous dit, par exemple, finalement, le AstraZeneca, on peut le donner à des personnes âgées de 65 ans et plus, forcément, j'ai ça envie de sortir la nouvelle très vite. Et donc, mon cabinet, mon équipe, les administrations centrales
essaye évidemment de faire circuler l'information un petit peu en amont, mais ça va très vite et il faut sans arrêt se réinterroger, se réinventer et bouger. On est dans une gestion de crise, on n'est pas, peut-être pas une guerre, mais en tout cas on est dans une crise qui dure et qui oblige en permanence à réajuster, à se remobiliser, à bouger, et on est obligé d'aller vite. C'est une course de vitesse permanente. Mais vous avez raison, vous devriez être averti en amont du fait qu'une décision soit rendue publique. Je m'engage à ce qu'on soit meilleur si on n'est pas très bon là-dessus. Croyez-moi, j'essaye moi-même de ne pas être pris au dépourvu par un certain nombre de décisions ou de données scientifiques qui peuvent nous remonter de France ou de l'étranger. Et croyez-moi, j'y consacre aussi mes nuits. Mais merci pour votre engagement, parce que si vous ne le faisiez pas, on n'y arriverait pas. Stéphane Dehina, pharmacien à Montreuil, vous demande si les pharmaciens retraités peuvent aider leurs confrères Oui. pendant la période des vaccinations. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a besoin de bras, de bonne volonté. Et je vois partout où je vais des retraités et qui disent moi je viens aider. Donc il y a un statut qui est conféré, il y a la contractualisation qui est possible avec le centre, avec l'hôpital, avec la CPM. Peu importe, oui. Et dès qu'il y a des freins, je les lève. On en trouve tous les jours, des petits freins qui nous avaient échappé. Oui, on a besoin des pharmaciens retraités, bien sûr. Bienvenue. Stéphane Adjadj, pharmacien d'officine à Marseille, vous demande s'il est toujours pertinent d'envoyer les patients positifs au test antigénique faire un test RT-PCR. Oui, encore. 67% des diagnostics correspondent à des variants anglais, 6% correspondent à des variants brésiliens ou sud-africains. Deux enseignements. Un, évidemment, le variant anglais prend toute la place qui est la sienne, il va continuer de monter. Mais deuxième enseignement, on a réussi à limiter très fortement l'impact du variant brésilien et sud-africain de fait, parce qu'il reste à 6% semaine après semaine dans notre pays. C'est important de pouvoir le savoir, et c'est aussi important de pouvoir débusquer d'éventuels nouveaux variants. Et donc les PCR de criblage et le séquençage sont tout autant indispensables aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsque nous l'avons décidé, pour nous permettre d'avoir cet outil de suivi et être en avance, en tout cas pas en retard, par rapport à la diffusion et à l'apparition de ces variants. En fait, dans les variants, il y a probablement un phénomène de compétition, et le variant anglais présente une charge virale qui est plus importante que le variant sud-africain, et donc il prend plus de place que le variant sud-africain. C'est aussi pour ça qu'il y a peu d'imprégnation, sauf dans les territoires où le variant sud-africain est apparu avant qu'il y ait beaucoup de variants anglais, et là on voit comme en Moselle, où il diffuse plus largement. Mais tout ça, ces outils de mesure sont indispensables pour nous. Une question de Julien Chauvin. Pourriez-vous autoriser les étudiants en 6e année en stage officinal à participer à la vaccination ? Oui. Oui. Enfin, oui, c'est une injection intramusculaire. Si la personne est compétente pour faire une injection intramusculaire, la réponse est oui. Soumia Viremot vous demande si dans une maison de santé, notamment rurale, pharmaciens, médecins et infirmières peuvent organiser une journée de vaccination. Oui. Aucun problème. Moi, je souhaite que l'organisation soit la plus libre possible. Tout ce qui m'importe, c'est qu'elle soit dynamique, c'est-à-dire que ça aille vite. Et dans les bonnes conditions de sécurité, évidemment. Donc, à partir de là, il n'y a pas de cadre figé. Gilles vous demande comment améliorer l'indépendance de l'Europe pour les médicaments et dispositifs médicaux et lutter contre les ruptures d'approvisionnement. Allez, plusieurs questions en une. Sur les ruptures d'appro, on avait fait passer, j'étais à l'époque rapporteur général du budget de la sécurité sociale, et on a fait passer un décret stock qui prévoit qu'il y ait des stocks garantis sur le territoire européen de 2 à 4 mois en fonction des médicaments pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Les ruptures médicamenteuses, les ruptures d'approvisionnement se multiplient. Elles vont être amenées, hélas, à se multiplier dans un marché mondial qui est extrêmement tendu. Donc on travaille avec les industriels d'un côté. De l'autre côté, j'ai dit déjà que je souhaitais qu'on relocalise une industrie pharmaceutique digne de ce nom en France et en Europe. Et le troisième point, qu'il y avait dans la question, il y avait les relocalisations, il y avait la pro, et sur le DM, sur le dispositif médical, on a une très très belle filière de recherche d'innovation en dispositif médical. On est parmi les champions du monde en matière de dépôt de brevets. On manque toujours d'ETI, d'établissements d'entreprises de taille intermédiaire, et donc on a une balance commerciale qui reste déficitaire, alors qu'on a des joyaux sur notre territoire. Donc je soutiens cette filière, on l'accompagne pour qu'elle se structure. On a renforcé ce qu'on appelait le forfait innovation, on a renforcé les dispositifs d'ATU d'urgence aussi pour des DM, très innovants, donc on continuera de le faire. Une question d'Anne Chaume.
les autotests dont on entend parler à la télévision vont-ils être autorisés en France ? C'est compliqué. J'attends un avis informel de la Haute Autorité de Santé d'ici cette fin de semaine et un avis formel la semaine prochaine. On a réuni tous les industriels sérieux qui produisent des autotests en France et dans le monde la semaine dernière, qui nous ont donné leurs data. La HAS est en train de les compiler pour regarder. Si on a un autotest qui est suffisamment sensible et spécifique, ce sera évidemment un bonheur parce que ce sera un atout supplémentaire. Maintenant, ça pose beaucoup de questions. Quel usage ? Dans quelles circonstances ? Et quel outil de pilotage à travers SIDEP on conserve ? Parce que si quelqu'un fait son test soi-même et qu'il est positif, il ne va pas se déclarer dans SIDEP, et donc on perd l'outil, le thermomètre incidence. Donc ça, c'est un premier point qui gêne, mais moi, je verrais bien des usages d'autotest avant de rentrer dans certains établissements recevant du public, par exemple. Donc on y travaille. Je fais attention parce que l'Allemagne, la polémique est en train de monter sur les autotests en Allemagne, parce qu'il y a des vrais problèmes de sensibilité, avec des faux négatifs et quelques faux positifs selon certains tests, et donc c'est pas si satisfaisant que ça. Donc moi, je suis assez attaché à mes bonnes vieilles PCR et à mes tests antigéniques, mais si ça doit évoluer avec des autotests salivaires demain très simples, évidemment qu'on ira, parce que ce sera un game changer dans le suivi individuel de la pandémie et la participation de chacun. Myriam vous demande où en sont les données sur la diminution de la transmission du virus pour les différents vaccins. Cela peut aider à convaincre les collègues de se faire vacciner et aussi convaincre le reste de la population quand le moment sera venu. Le plus courant, c'est quand même qu'un vaccin, il permet de diminuer la transmission. Ça, c'est la règle de façon générale. On n'avait pas beaucoup de données. On commence à avoir des données dans les pays qui ont beaucoup vacciné, avec des cohortes très importantes de dizaines, de centaines de milliers de personnes, où on voit qu'il y a une chute aussi des cas, des formes asymptomatiques de Covid. Donc, ça commence à laisser à penser que ce serait aussi bloquant pour la transmission du virus. Je mets du conditionnel, parce qu'il n'y a pas encore de feu vert de l'OMS, ni du le CDC. On aura les informations bientôt, mais si vous avez besoin de convaincre vos collègues ou vos patients de se faire vacciner, dites-leur ce que c'est que le Covid. Non, mais vraiment, enfin, le Covid fait des dégâts considérables. Et je suis sûr qu'autour de vous, chacun d'entre vous avait des proches qui ont fait une forme plus ou moins grave de Covid. Tout le monde n'est pas allé à l'hôpital, mais certains gardent des séquelles, le Covid long. On est à plus de 30% de gens qui gardent des séquelles au bout d'un mois, perte du goût, de l'odorat, fatigue, céphalée, douleur articulaire. C'est pas une maladie anodine, c'est pas un virus qui passe et qu'on a une chance d'attraper sans que ça... C'est pas la grippe, quoi. Donc il faut bien l'expliquer. Les gens ont parfois oublié que les vaccins pouvaient occasionner des effets indésirables. C'est pas la règle, on parle beaucoup des effets indésirables, mais c'est pas la règle, la majorité des gens n'en font aucun, et un effet indésirable est bénin, il disparaît en quelques heures, il se traite par du paracétamol. Le Covid, lui, il est parfois bénin, mais parfois il ne l'est pas. Et le rajeunissement des patients en réanimation en France aujourd'hui est un facteur qui m'inquiète aussi. Donc, vaccinez et convainquez autour de vous. Et les soignants sont les porte-drapeaux de la vaccination. Et les pharmaciens qui connaissent parfaitement le fonctionnement pharmacocinétique, pharmacodynamique, savent très bien expliquer ça, sont parmi les meilleurs porte-drapeaux que nous puissions avoir. Je dis pas de bêtises, Madame la Présidente. Pas du tout, Monsieur le Ministre. Non, et aussi, je pense que le pharmacien, il a un rôle, ne serait-ce que par sa proximité, on l'a mentionné en début, et vous vous souvenez que c'est 4 millions de Français qui franchissent tous les jours la porte d'une officine. Et si on rajoute les laboratoires de biologie médicale, voilà, ça fait un nombre conséquent. Donc, si le pharmacien, ne serait-ce que porte un badge, je suis vacciné, vaccinez-vous, c'est un message qu'on fait passer à la population qui est très important. C'est vrai. Alors, à vos badges. Pierre vous demande que répondre à une personne ne souhaitant pas se faire vacciner pour des raisons complotistes. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas vocation à être des Don Quichotte. On convaincra pas tout le monde, ni en France, ni à l'étranger. Ce qu'il faut, c'est qu'on lève les craintes. En médecine, on dit qu'il y a la peur et la phobie. La phobie, elle n'a pas de substrat. C'est une peur irraisonnée, mais elle peut être très forte. Il y a des gens qui ont peur de se faire vacciner. Ces gens-là, on peut leur expliquer, on peut les rassurer. Et il y a des gens qui considèrent qu'on leur veut du mal. Là, on est plus proche de la paranoïa, mais c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Il faut essayer de convaincre tout le monde. Mais il y a des gens qu'on n'arrivera pas à convaincre. Il faut qu'on se le dise. Pour des mauvaises raisons. Il n'y a pas de 5G dans le vaccin ARN messager.
La somme totale investie par l'Union européenne pour la vaccination, pour l'achat des vaccins, correspond à peu près à 1 jour et demi de chômage partiel en France. Donc s'il avait fallu faire un chèque au labo à travers une grande pandémie qu'on aurait créée, on ne se serait pas, pardon pour l'expression, emmerdé. Donc je veux dire, tout ça est ridicule, mais ça procède d'un mouvement plus général dans notre société de défiance vis-à-vis de l'autorité politique, sanitaire, scientifique, médiatique. Ça, c'est un travail pour nous les politiques, un travail de conviction à mener. Voilà. Mais participez-y. Laurence T. vous demande ce qui est prévu pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer en centre de vaccination, en cabinet ou en pharmacie et qui se voient refuser la vaccination à domicile par leur médecin. Pourquoi est-ce qu'on leur refuserait la vaccination à domicile ? Déjà, il n'y a pas de raison de refuser la vaccination à domicile. Quel que soit le vaccin, il peut être fait à domicile. Et bientôt, les infirmières pourront, d'ailleurs elles peuvent désormais vacciner. J'ai ressaisi la Haute Autorité de Santé, parce que la Haute Autorité de Santé ne souhaite pas qu'une infirmière puisse prescrire l'AstraZeneca. Moi, je considère qu'une infirmière devrait pouvoir le prescrire, mais c'est la HS qui le dira. Si la HS me dit non, je suivrai son avis. Donc, il est fondamental de vacciner au domicile, parce qu'on parle souvent de gens qui sont à la fois âgés, donc fragiles, précaires, donc fragiles, et sans médecin traitant, donc fragiles. Donc, il faut y aller. Une question de Alexis Michaud, pharmacien en Loire-Atlantique. L'oxygène est un médicament indispensable de la prise en charge de la Covid-19. Serait-il possible d'avoir plus de liberté d'équiper à domicile des patients qui en ont besoin, alors qu'actuellement, peu de patients y sont éligibles? Redirection systématique vers les hôpitaux alors qu'ils sont saturés. Alors, pardon, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on a développé très fortement l'oxygénothérapie à domicile, les prises en charge ambulatoires. Ça peut aller jusqu'à de l'hospitalisation à domicile, de l'HAD pour les cas sévères. Sinon, c'est gérer un ambulatoire en bonne intelligence, médecin, pharmacien, infirmier. Il y a beaucoup de patients qui sont sous oxygénothérapie à domicile, ce qui permet d'ailleurs de réduire le recours à l'hôpital, de retarder le recours à l'hôpital et d'anticiper les sorties de l'hôpital. À nouveau, s'il y a des blocages, j'en suis désolé, mais en tout cas, les mots d'ordre ont été passés et les recommandations très claires de la Haute Autorité de Santé, les messages passés par la DGS, et on a réuni plusieurs fois les organisations professionnelles, toutes confondues, pour leur dire l'importance de pouvoir développer cette oxygénothérapie à domicile. Une question de Marie, pharmacienne à Paris. Monsieur le ministre, à quand l'ouverture du dossier médical et l'espace numérique en santé ? 1er janvier 2022. Y aurons-nous accès en tant que pharmacien Oui. d'officine ? Et bien sûr, LDP. Olivier Neumann vous demande, peut-on vacciner une personne ne rentrant pas dans les critères s'il nous reste des doses en fin Oui. de journée ? On ne jette pas de dose. Évidemment, je ne jette pas de dose. Et si vous faites, je ne l'ai pas dit, mais si vous arrivez à faire plus de doses avec un flacon parce que vous avez la bonne seringue et que vous avez le bon geste, n'attendez pas une AMM, vous ne l'aurez pas. Quand on a demandé l'AMM pour 6 doses de vaccin Pfizer au lieu de 5, Pfizer a dit, vu que vous en faites 6 au lieu de 5, on va diminuer de 20% vos approvisionnements. Voilà, mais partout où c'est possible, parfois c'est possible, c'est pas la règle, hein. Mais, et en ASRA aussi, parfois, il y a une 11e dose qui apparaît dans le flacon. Ne jetez pas, ou ne jetez rien. Oui, c'est la même question de Nathalie. Il est possible de prélever jusqu'à 12 doses sur AstraZeneca, 7 sur Pfizer, 11 sur Moderna en fonction de la qualité des seringues. Devant notre besoin en doses de vaccin, devons-nous suivre rien. les recommandations des ARS qui nous invitent à les jeter? Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de recommandation des ARS qui vous invitent à les jeter. Il n'y a pas de recommandation des ARS pour faire ces injections. Et parfois, quand on ne dit pas qu'on doit faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il ne faut pas le faire. Voilà, je n'irai pas plus loin. Une question de Leïla, étudiante en 4e année à Besançon. Monsieur le ministre, 2 questions en une. Quand pourrons-nous, étudiants, être vaccinés pour protéger nos familles? Et quand pourrons-nous retrouver les bancs de l'université complètement? Alors, il me semble que les étudiants en santé sont vaccinables, ou est-ce que je dis une bêtise? Je demande un joker à ce stade de la soirée. Oui, hein, les étudiants en santé sont vaccinables. Hein. Voilà, donc les étudiants en santé sont vaccinables parce qu'ils sont en contact avec des patients. Les bancs de l'université, c'est autre chose. Le plus vite possible. C'est horrible. Enfin, je veux dire, c'est horrible. C'est très dur pour les étudiants d'avoir les universités qui sont fermées. Alors, il y a un retour en présentiel. Frédéric Vidal, il travaille beaucoup, très mobilisé. On le fera dès qu'on le pourra. Là, aujourd'hui, il y a eu 30 000 cas de Covid. Et on a pris 70 réa en plus en France, en bilan entrée-sortie. On atteint des paliers d'occupation des réanimations qui correspondent au pic de la 2e vague. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on peut se poser la question de rouvrir des lieux qui sont à risque de contamination. Mais viendra le printemps, comme dirait l'autre, et on pourra retrouver une vie plus normale, et les universités seront évidemment priorisées parce que je comprends parfaitement que ce soit très dur. Une question de Yorick Berger.
Envisagez-vous que le réseau officinal, après une formation adaptée, puisse désengorger les urgences et soutenir le SAMU pour être plus réactif, efficace et source d'économie pour la société? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Traduisez-moi la question, Madame la Je Présidente. pense qu'il s'agit d'ailleurs, je pense qu'il y a eu des questions autour du SAS et effectivement de l'accès aux soins de premier recours et notamment non programmés. C'est vrai que c'est un dispositif qui, pour le moment, fait appel beaucoup aux médecins, mais on peut imaginer que dans certains cas, le SAS redirige vers une officine plutôt que vers un médecin ou vers les urgences quand le cas est, Oui. est estimé pas. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Ah. Je crois. Ouais. En deuxième phase, me dit-on. Oui, ça me paraît, Ouais. ça me paraît tout à fait intéressant. Oui, je regarderai ça personnellement. Oui. Une question de Sandra Ristereucci, pharmacien dans le Haut-Rhin. On parle uniquement des vaccins, mais qu'en est-il des traitements? Y a-t-il des avancées et des espoirs? Oui, les avancées, des espoirs. Il y a des traitements dont on sait qu'ils ne marchent pas depuis longtemps, mais les traitements qui sont porteurs d'espoir. J'en vois deux catégories, les interférons et les anticorps monoclonaux. On a des études qui sont intéressantes. D'ailleurs, c'est des biologistes que j'ai vus du côté de Nice, qui est des universitaires qui portent un test qui permet de déterminer. C'est le quantaféron. C'est ceux qui connaissent pour la tuberculose savent de quoi je parle, qui permettent de déterminer si un patient est à risque d'avoir des carences en interféron et donc pourrait bénéficier d'un traitement par interféron, une forme pégylée ou une forme sous-cutanée, inhalée. Il y a beaucoup de... Donc il y a une étude de cohorte qui s'appelle Coverage, qui est en France, multicentrique, et qui aujourd'hui propose un traitement interféron en phase précoce chez des personnes à risque de faire des formes graves. Je n'ai pas encore les données intermédiaires. Et de l'autre côté, c'est les anticorps monoclonaux. Il y en a plusieurs, et la France en a acheté. Il y a les Ilili, les fameux, donc il y a la monothérapie, mais qui est utilisée de manière assez restreinte aujourd'hui dans les hôpitaux. Il y a quelques dizaines de patients français qui en ont bénéficié. Ce sont des gens âgés de plus de 80 ans avec immunodépression et en secteur hospitalier strict. Et on recevra à la fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine la bithérapie de Ilili, qui elle est plus prometteuse parce qu'elle est active aussi sur les variants et qui va nous permettre de développer, avec une ATU de cohorte en bonne et due forme accordée par l'ANSM, une prise en charge ambulatoire très rapide pour limiter le risque d'apparition de formes graves. Les anticorps monoclonaux, dans certaines études américaines, ont montré une réduction jusqu'à 70% de l'aggravation des patients. Et d'autres anticorps monoclonaux arriveront, que nous avons commandés, les fameux Régénéron de Roche notamment, mais pas que. Il y en a aussi d'AstraZeneca qui arriveront en avril. On espère beaucoup de ça. Et puis sinon, il y a la dexaméthasone qui existe toujours, qui marche bien, les anticoagulants, enfin qui marchent bien, pas suffisamment évidemment, mais qui limitent les complications, les anticoagulants, l'oxygénothérapie et parfois l'azithromycine, mais pour prévenir les pneumopathies chez les gens qui toussent avec une forte fièvre. Il y a des recommandations HAS pour ça. Mehdi B vous demande si le dossier pharmaceutique ne pourrait pas se substituer au passeport vaccinal. Alors, le passeport vaccinal, je suis encore très prudent sur cette notion-là. D'abord, dans un pays à forte propension égalitariste comme la France, égalité, on a une passion de l'égalité, on a raison. Je ne suis pas du tout convaincu qu'un jour on dise à quelqu'un qui peut rentrer au cinéma parce qu'il est vacciné et à l'autre qui ne pourrait pas y aller. Je pense on est plutôt dans une logique de réouverture collective à mesure que la population est protégée et que le virus circule moins. Ensuite, il y a la question des déplacements au sein de l'Union européenne et hors Union européenne, qui appelle là un certificat international de vaccination avec des applications qui sont déterminées au niveau européen parce qu'il y a un sujet d'interopérabilité avec des systèmes de QR code complexes. Et donc, pour cette raison, hélas, non, je ne pense pas qu'on puisse passer par le DP. Une question de Corinne. Peut-on vacciner avec AstraZeneca un patient de plus de 75 ans à qui il est plutôt recommandé un vaccin à ARN messager? Il n'y a pas de limite d'âge pour le vaccin AstraZeneca. Donc vous pouvez vacciner à tout âge au-delà de 50 ans. Les patients âgés, de 50 ans et plus avec comorbidité, et au-delà de 75 ans, ils peuvent bénéficier indistinctement de l'AstraZeneca ou des vaccins ARN messagers. Les dernières études montrent même plus d'efficacité dans la réduction des formes graves avec le vaccin Astra qu'avec les vaccins ARN messagers. Donc on y est tous allés un peu prudemment au début, parce que les études étaient incertaines et qu'il y avait eu des cafouillages dans les phases cliniques. Les études en vie réelle montrent qu'on est au-dessus de 90% de réduction des formes graves, donc aucun sujet. Mathilde demande, si notre médecin n'a pas récupéré ses flacons de vaccin, pouvons-nous commencer la vaccination plus rapidement à l'officine? Vous voulez m'attirer des problèmes, Mathilde. Vous voyez que j'ai des problèmes. Pour l'instant, non. Tout est dans le pour l'instant, mais aussi tout est dans le non.
J'ai réuni l'ensemble des syndicats médicaux. Ils sont très mobilisés, les médecins libéraux, évidemment, pour la vaccination. Ils ont commandé ces vaccins. Je sais que ça peut être frustrant si vous avez des lots de vaccins que personne n'est allé chercher. Moi, j'ai vraiment mobilisé. J'écrirai demain aux médecins libéraux pour leur dire qu'il est fondamental qu'ils aillent les chercher. Certains les gardent dans le frigo de la pharmacie en leur disant je vaccine, j'ai prévu ça la semaine prochaine. Ils sont réservés. Si les vaccins n'ont pas trouvé de destinataire dans quelques jours, on se posera la question. Une question d'Anis. Y a-t-il des mesures qui ont été prises pour le traitement des nombreuses déclarations d'effets indésirables des vaccins arrivant aux centres régionaux de pharmacovigilance ? Alors, on a un très gros système de pharmacovigilance qui repose d'ailleurs sur le système habituel renforcé par des enquêtes de terrain qui sont faites par les CNR, par Santé publique France. Et donc, à mesure qu'ils sont déclarés, ils sont compilés. Nous les rendons d'ailleurs publics. Donc, il n'y a pas de sujet particulier. Ce sont des effets indésirables, vraiment pour la plupart, qui sont mineurs, bénins, classiques. Fièvre, céphalée, fatigue, douleur articulaire, et qui régressent en quelques heures. Et ce n'est pas la règle. C'est minoritaire. Et pour finir, une question, ou plutôt une remarque bienveillante, d'Amar. Je suis heureux de constater qu'enfin un ministre reconnaisse le rôle majeur du pharmacien. Bravo. C'est très gentil. Je ne pense pas du tout être le Premier ministre de la Santé à reconnaître le rôle des pharmaciens. Honnêtement, d'autres l'ont fait avant moi, Agnès Buzyn, Marisol Touraine et ceux qui m'ont précédé. Ce qu'il y a, c'est que notre santé, elle évolue. La coordination, l'exercice regroupé évolue. On se rend bien compte qu'on a de plus en plus besoin d'apporter des solutions à des patients, notamment dans les territoires reculés, et qu'il n'y a pas de meilleurs acteurs, il n'y a pas de meilleure implantation, il n'y a pas de meilleur maillage que les pharmacies. Que vous avez un diplôme à part entière qui n'est pas galvaudé, que vous n'avez pas gagné autrement qu'en bossant, avec des études qui sont extrêmement complexes, vous avez des compétences. Donc, il est parfaitement normal que vous puissiez les exercer. Et je vous le redis, et je vous le dis sans flagornerie. Churchill disait, je crois, la flagornerie, c'est très bon pour la santé, mais n'avalez pas la fumée. Mais à chaque fois que j'ai eu besoin d'appeler votre présidente, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, on le fait. Enfin, c'est même quand c'était très pressé, et même quand c'était très difficile. Donc c'est formidable. Enfin, moi, j'ai une chance inouïe comme ministre de la Santé de pouvoir compter sur vous. Donc j'espère que j'arrive à vous rendre fier par moment, et même si parfois vous devez être en colère ou vous sentir seul, je comprends parfaitement. Sachez ici qu'on est tous bienveillants et qu'on se sent membre à part entière de votre famille. Donc c'est peut-être ça qui change dans le rapport qu'on peut avoir. Je suis un soignant parmi les soignants, voilà, et j'ai la chance de pouvoir vous représenter. Monsieur le ministre, vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour votre disponibilité, pour vos réponses franches et directes, à la fois très précises, mais qui ont donné aussi une vision aux pharmaciens de ce que pourra être demain. Je remercie les pharmaciens, bien sûr, pour leur participation et leurs nombreuses questions. Je précise d'ailleurs que, je ne sais pas, je crois qu'il y a plus de 800 questions qui ont été postées, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'Ordre. On tâchera de répondre dans les FAQ, le plus précisément quand c'est les questions techniques. Je note d'ailleurs la diversité de ces questions. Vous voyez, c'est lié à la diversité de nos métiers et je suis sûre que tout le monde a appris quelque chose ce soir. Donc, c'est notre richesse à nous, pharmaciens. C'est cette diversité des métiers, de cette chaîne qu'on évoquait en début de réunion. Donc, merci encore. Comme vous l'avez suggéré en début d'entretien, j'espère qu'il y aura d'autres rendez-vous. Je le souhaite avec vous. Et sinon, avec l'ensemble des pharmaciens qui se mobilisent, notamment les ordinaux, mais pas que, pour apporter des réponses à nos confrères au quotidien. Merci vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à l'équipe qui a travaillé aussi pour cette soirée. C'est un gros travail qui est mené et c'est une chance de pouvoir parler des milliers de pharmaciens d'un coup comme ça. C'est très impressionnant sans l'être. Pour la forme, c'est le backstage du truc. C'est qu'en fait, on s'adresse sans doute à des milliers d'entre vous. On verra combien demain. Et en fait, on se sent chez nous. Donc, ça permet peut-être aussi d'avoir un dialogue. Mais on peut dire plus de bêtises. Voilà. Bon, bonne soirée à toutes et à tous. Et merci, à très bientôt. Au revoir. Merci.